8h33, en effet, l'interview politique avec Jean-Michel Apathy et notre invité Éric Coquerel. Bonjour Éric Coquerel. Bonjour. Vous êtes membre de la France Insoumise, le parti que dirige Jean-Luc Mélenchon. La rentrée scolaire s'est déroulée hier, une rentrée scolaire assez sereine finalement. On écoute quelques-uns des parents d'élèves et des élèves de cette rentrée. Ouais, ça se passe impeccable. Hein. Vous êtes un peu ému? Oui, un petit peu. Ça va aller, ça. Vu comme vous regardez. Il est déjà dans son élément. Ça va, Tony? Oui. T'es content? Oui. C'est une grosse machine à l'éducation nationale, 12 millions d'enfants scolarisés. Et ça marche quand même assez bien. On ne le dit peut-être pas assez souvent. Oui, c'est vrai. Vous avez raison de dire que ce qu'il reste de l'éducation nationale et du service public, grâce aux enseignants, grâce au personnel, continue, vaille que vaille, à assumer sa mission, même si depuis plusieurs années, tous les gouvernements qui se sont succédés se sont ingéniés à baisser le nombre d'enseignants, ou en tout cas de ne pas le réaugmenter suffisamment pour François Hollande. Un peu lors du dernier quinquennat. Voilà, à développer l'autonomie, à développer toutes sortes de choses qui ne sont pas, à mon avis, ce qu'il faut faire. Mais je suis très étonné de ce que vous venez de dire. Vous dites que ça s'est bien passé. Moi, j'ai eu d'autres échos, enfin, à moins que ça vaille sondage au niveau de l'interview, mais j'ai eu d'autres échos, par exemple, des parents qui ont dû, dans certains endroits, faire quasiment s'occuper de la cantine à cause, justement, du manque de personnel, la question des contrats aidés, etc. Donc, je n'ai pas vraiment les mêmes échos que vous. Vous avez eu où je ne sais pas, je n'ai pas... j'ai entendu ça ce matin sur vos confrères de France Inter. Excusez-moi, donc Non, mais qu'il y ait dans la mécanique, qu'il y ait des ratés, qu'il y ait des choses qui ne marchent pas ici ou là, c'est une évidence. Oui, mais globalement, il me semble, enfin je ne sais pas, globalement, le personnel d'éducation nationale permet que ça se passe, voilà, on va dire. Maintenant, en termes de moyens, de manière globale, notamment sur les activités périscolaires, augmentation des cantines, augmentation des transports, le fait aussi que le gouvernement a pas mal orienté sur la question positive du dédoublement des classes de CP. On va en parler. Par ailleurs, il y a d'autres endroits où les classes sont très chargées. Moi, je l'ai vu hier dans le 93. On va en parler. Laisser les communes libres du temps scolaire, 4 jours, 4 jours et demi. C'est une très mauvaise chose, parce que je pense que ça développe l'inégalité territoriale, parce que selon les moyens des communes, en plus avec les questions des dotations en baisse, même si je viens d'entendre l'annonce là de ce que vous dites, mais enfin, en 2018, dit le porte-parole du gouvernement. On va le vérifier, parce que je ne vois pas très bien comment tout d'un coup on passe de moins 13 milliards annoncés dans les 5 ans à plus de baisse de dotation. Donc là, ce que je sais, c'est que cette année, par contre, il y a eu effectivement plusieurs centaines de millions d'euros qui ont été enlevés des budgets déjà votés. Mais sinon, la question des rythmes scolaires, ça, selon les finances des communes, selon leur volonté politique, on voit bien que ça induit de l'inégalité territoriale. Et surtout, ce qui m'inquiète, parce que je pense que ce n'est pas bon pour les élèves, notamment pour les élèves en difficulté scolaire, et souvent c'est la question de la semaine de 4 jours. Je ne suis pas pour la semaine de 4 jours. Vous auriez préféré que la semaine de 4 jours et demi soit préservée. Je crains que du fait de la baisse des activités périscolaires que les villes doivent maintenant assumer, elles aillent pour des raisons budgétaires vers la semaine de 4 jours et non pas pour des raisons, j'allais dire, pédagogiques. Puisque l'actualité, c'est la rentrée scolaire, je voulais vous faire écouter le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. L'éducation, pour les individus comme pour les sociétés, c'est un sujet long. Donc je mentirais si je disais demain matin tout va aller très bien. Ça ne serait pas exact. En revanche, ce qui est vrai, c'est qu'on peut avoir de premiers progrès tout de suite. Ce n'est pas un responsable politique, c'est ce que l'on appelle une personnalité de la société civile. La quasi-totalité de sa carrière, il l'a fait Jean-Michel Blanquer, à l'éducation nationale. De la droite au niveau de l'éducation nationale depuis des années, quand même. Il n'est pas élu. D'accord, enfin, il a inspiré la plupart des projets. Est-ce que c'est bien que des personnalités de la société civile... Oui, je dis personnalité de la société civile qui inspire des programmes de la droite, pour moi, il fait de la politique. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, ça. Bon, ce que je sais simplement, c'est que c'est notamment un des fervents défenseurs de la question du développement de l'autonomie qui casse un peu le caractère national, y compris avec des annonces qui m'inquiètent sur la question du bac. Et moi, hier, j'étais avec Valérie Pécresse, puisque nous avons inauguré un nouveau lycée dans le 93, et j'entendais Valérie Pécresse qui manifestement était satisfaite, c'est pas étonnant, puisqu'elle est une des ferventes partisanes, justement, de la question de l'autonomie, et on voit ce que ça a provoqué dans les universités aujourd'hui, c'est-à-dire en termes négatifs. Donc Jean-Michel Blanquer, c'est tout sauf quelqu'un qui vient de la société civile. C'est un idéologue de la droite qui est au gouvernement et qui applique sa politique. Qu'est-ce qui vous inquiète sur le bac ?
c'est le contrôle continu et la remise en question du diplôme national. Voilà ce qui m'inquiète. Vous savez, nous pensons que le caractère national de l'éducation, c'est-à-dire le fait qu'il y ait une égalité de toutes et tous sur le territoire, notamment avec une reconnaissance nationale des diplômes, est quelque chose de fondamental, et que dès lors que vous développez l'idée d'autonomie des établissements, non pas en termes pédagogiques, ça on peut à un moment donné estimer qu'il y a tel ou tel, mais j'allais dire de remise en question des diplômes, d'affaiblissement du bac, et en plus de ça, lié avec la sélection annoncée à l'université que veut accroître le gouvernement, c'est évidemment pas positif. Mais en même temps, réformer le bac, c'est un vieux projet parce que la mécanique est très très lourde à organiser pour les examens et qu'un contrôle continu aujourd'hui a peut-être de l'efficacité aussi. Eh ben, écoutez, on n'est pas d'accord, vous et moi. Je pense que le bac doit... Non, mais c'est pas grave. Je pense que le bac doit garder... C'est un débat qui a 20 ans. Voilà, mais le bac doit rester un diplôme national qui doit pouvoir donner accès à des études supérieures pour lesquelles il ne doit pas y avoir de sélection, mais les moyens adaptés par rapport à quelque chose qui est la richesse de notre pays. C'est les capacités intellectuelles, les capacités en termes de qualification de la population française. Et il n'y a jamais assez d'argent par rapport à cette question, parce que c'est notre avenir. Et donc, vous en parliez tout à l'heure, Éric Coquerel, dédoublement des classes dans 2500 établissements du primaire, notamment pas notamment, mais dans des zones d'éducation prioritaire renforcées. Et là aussi, on constate la satisfaction de ceux qui peuvent bénéficier de cette mesure. Les élèves qui rentrent en CP, avoir un effectif réduit, ça permet quand même un accompagnement bien plus personnalisé. Donc pour une zone REP, c'est plutôt pas mal. Voilà, ça c'est un parent d'élève à Lyon. Donc ça, vous soutenez le projet du gouvernement. Mais il faudrait d'ailleurs l'étendre. Moi, je pense que, vous savez, c'est toujours bien quand on abaisse le nombre d'élèves, notamment dans les écoles en difficulté. Mais encore une fois, il ne faut pas que ce soit l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire qu'on voit ça, on nous parle de 2000 écoles dans lesquelles ça a lieu, et puis, 2000 classes. Et puis à côté de ça, il y a moins de moyens dans l'école d'à côté, etc. Et c'est malheureusement ce qui se passe. Il est 8h40 sur France Info. Voici l'essentiel de l'info avec Edwige Coupez. Les socialistes qui le veulent pourront manifester le 12 septembre prochain contre les ordonnances de la loi travail. Le PS n'appelle pas explicitement à manifester, mais soutient en tout cas cette mobilisation à un entre-deux qui a été acté hier soir en bureau national. La fin du RSI, promesse d'Emmanuel Macron, est une des mesures attendues aujourd'hui à Dijon. Édouard Philippe est en déplacement avec 4 ministres pour une opération séduction à destination des travailleurs indépendants. Leur régime social sera rattaché à partir du 1er janvier prochain au régime général. Cette information France Info maintenant. Veolia et la SOR de nouveau condamnés à des amendes pour avoir réduit le débit de l'eau dans 2 logements. Une pratique des 2 multinationales pour contourner la loi de 2013 qui interdit les coupures d'eau en cas de facture impayée. L'avancée de l'armée syrienne à moins de 10 km maintenant de Deir ez-Zor, poumon économique de Daesh, la région est riche en pétrole, et avec Raqqa, dernier bastion du groupe État islamique en Syrie. Federer et Nadal qualifiés facilement la nuit dernière pour les quarts de finale de l'US Open. Les 2 favoris seront opposés respectivement à l'Argentin Del Potro et puis au jeune Russe Roublev. France Info. Éric Coquerel est notre invité ce matin. Jean-Michel Apathy. Le Code du travail sera modifié rapidement d'ici à la fin du mois, annoncé le Premier ministre dès la promulgation des ordonnances au journal officiel. À quoi vont servir les manifestations qui se préparent pour le mois de septembre ? Faire en sorte que ça ne se passe pas. Voilà, c'est notre objectif, je vous le dis clairement, parce que ce n'est pas une modification, c'est un démantèlement du Code du travail et de la protection sociale qui a été gagné depuis... de manière séculaire par le mouvement ouvrier, par le mouvement progressiste dans ce pays. Donc c'est évidemment quelque chose de fondamental. Il y a les manifestations, mais je vous rappelle quand même que la Ve République en termes de démocratie nous chagrine un peu, mais enfin la loi telle qu'elle sera promulguée par le Conseil des ministres le 22 doit quand même revenir devant l'Assemblée. Il y aura un vote de l'Assemblée nationale. Il y aura un vote de l'Assemblée début octobre. Formel, pas dans le détail. Non, il y aura quand même un débat. Et je vous rappelle que le débat général. Et pour le CPE qui avait été lui promulgué, les manifestations avaient réussi. C'est votre objectif en tout cas. Oui, parce qu'on pense qu'il y a une majorité de Français qui est contre. Voilà. Donc, on veut essayer de démontrer que cette majorité s'exprime et fasse reculer le gouvernement. Pour empêcher une loi, effectivement, il faut une adhésion populaire à cette contestation. Et vous sentez dans le pays une contestation, parce qu'honnêtement, on ne la sent pas forcément. Est-ce que vous la ressentez ? On ne va pas au même endroit. C'est peut-être le problème. Mais je vais donc vous informer sur les endroits. Vous n'en savez rien, mais c'est pas grave. Non, peu importe. Oui, je la sens. Mais vous savez, souvenez-vous, au moment de la mobilisation contre la loi El Khomri,
à la fin des mobilisations, même si manif après manifestation, elles ont échoué, mais du fait aussi du passage avec le 49.3, la population, manifestement, d'après tous les sondages d'opinion, était restée très majoritairement contre. Bon. Et cette loi-là, elle a repris le chantier de la loi El Khomri, elle l'a prolongé en pire en termes de démantèlement de la protection sociale, inversion des normes, le fait que la loi ne protège plus, etc. Bon, donc, c'est pas étonnant que les gens soient contre moi. Les gens, ils adhèrent pas. Enfin, les gens avec qui je parle dans ma circonscription partout, ils n'adhèrent pas. Quand on distribue des tracts, et on le fait beaucoup cet été, il y a un très très bon accueil. Bon, alors est-ce que ce refus, cette protestation va se concrétiser en mobilisation? Là, je ne sais pas. Je ne suis pas capable de vous dire. Aurez-vous le temps? Parce que, savez, comme l'a dit Jean-Michel Apathy à l'instant, ça va aller très vite. Mais l'enjeu, c'est qu'à partir du 12, c'est-à-dire l'appel des syndicats dans leur journée d'action, il y en aura plusieurs, que nous soutenons, il y ait du monde dans la rue, que le 23, journée d'initiative, cette fois-ci proposée par France Insoumise contre ce que nous appelons le coup d'État social, il y ait aussi beaucoup de monde, c'est un week-end. Qu'est-ce que vous attendez c'est quoi la mobilisation vous savez, nous, quand on fait nos marches, à peu près, il y a plus de 100 000 personnes. Voilà, donc c'est... Plus de 100 000 ? Oui, bien sûr. Oui. On pense, c'est beaucoup 100 000, mais ça c'est... si vous trouvez que c'est beaucoup et qu'il y a plus de 100 000, vous le direz, donc. On voilà, dira, donc c'est positif. Non, vous verrez, je pense qu'on va y arriver. Pour faire reculer un gouvernement, il faut beaucoup plus de gens que ça dans la rue. Donc ça plus que 100 000. Donc ça ne s'arrêtera sûrement pas le 23. Voilà, je vous le dis. Mais simplement, par contre, si on réussit ça, ce que nous espérons, je pense que ça donnera un entrain, ça donnera une confiance justement dans les gens, dans leur capacité à se mobiliser pour faire échec à cette loi et de ne pas seulement, exprimer leur mécontentement à travers la question des sondages d'opinion où M. Macron est en baisse, en chute libre. La France Insoumise sera dans le cortège le 12 septembre. C'est la CGT qui organise la manifestation. Vous savez, traditionnellement, les manifestations syndicales, les partis ne manifestent pas forcément, mais on appelle tout le monde à rejoindre les cortèges syndicaux et on aura des points fixes, etc. Bien sûr. Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, était notre invité. Et le mélange avec la politique, il n'aime pas trop. Écoutez. Ce sont des manifestations syndicales et les partis politiques et les associations qui soutiennent sont sur le bord du cortège et nous saluent. Ça, c'est traditionnel. Jean-Luc Mélenchon ne sera peut-être pas au bord du cortège. Hein. Peut-être il sera dans le cortège. Enfin, mais pas en tête. Voilà. Bien sûr. On m'a dit, Jean-Luc Mélenchon et Philippe Martinez se voient demain ou après-demain, on se voit mercredi, puisqu'il y a... la CGT avait proposé aux différents groupes de l'Assemblée de les voir. Donc nous, on était un des premiers à répondre tout de suite. Et on se voit avec Philippe Martinez et une partie de la direction de la CGT mercredi. On va parler de tout ça de manière, je suis sûr, absolument positive sur notre soutien à ces journées et nous allons réexpliquer pourquoi nous proposons quelque chose le 23. Mais je pense que ça va bien se passer d'après les contacts que, pour ma part, j'ai. Les contacts sont bons entre Jean-Luc Mélenchon et Philippe Martinez. Les contacts sont bons. On nous a dit à un moment qu'ils ne se parlaient plus beaucoup. Non, mais ça c'est n'importe quoi. Enfin, je veux dire, ils se parlent normalement, ils sont vus normalement. Il y a pas de après, il y a des gens qui parlent plus régulièrement. Moi, j'en fais partie puisque j'ai depuis longtemps des contacts avec les syndicats et je peux vous dire que entre ce que j'entends certainement sur les médias et l'état d'esprit, je pense que ce soit au niveau des syndicats, comme la CGT, il n'y a pas que la CGT. Oui, mais justement... Vous avez remarqué quand même, juste une chose, vous avez remarqué que la plupart des syndicats sont plus opposés en réalité à cette réforme qu'ils n'étaient sur la loi El Khomri, y compris la CFDT. Sauf Force ouvrière. La CFDT, Force ouvrière. Vous avez lu la déclaration du comité exécutif de Force ouvrière? Oui. Voilà, manifestement, il se passe quelque chose à Force ouvrière. Hier soir, en effet, ils ont signalé qu'ils étaient opposés à cette réforme, mais... Ils n'appellent toujours pas à manifester. La conclusion de cet appel du comité exécutif, et c'est le seul commentaire que je ferai, parce que nous, l'indépendance syndicale pour nous est absolument fondamentale, c'est de dire que Force ouvrière pourra prendre des dispositions pour mettre en application la résolution votée. Donc on verra bien jusqu'où ça va. Mais moi, je ne désespère pas du tout, parce que pour nous, ça serait positif. Non seulement qu'il y ait beaucoup de monde à partir du 12, plus il y aura de monde à partir du 12, mieux c'est, mais que cette fois-ci, il y ait en réalité plus d'unité syndicale qu'au moment des mobilisations contre la loi El Khomri. En tout cas, c'est vraiment ce que je souhaite. Dans ce contexte, certains dirigeants de la France insoumise suggèrent que peut-être Emmanuel Macron n'ira pas au bout de son mandat. On écoute Adrien Quatennens. C'est Adrien son prénom? Adrien, oui. Adrien Quatennens sur France Inter, c'était le 30 août. Moi, je dis que Macron, c'est le dernier joker des libéraux pour faire perpétuer leur système. Et nous, ce que nous disons, c'est qu'au vu de la pente glissante qui est prise en seulement quelques mois, effectivement, on peut raisonnablement douter que ça puisse durer 5 ans. On peut raisonnablement douter que ça puisse durer 5 ans. C'est quoi le doute raisonnable? Le doute raisonnable, c'est... J'entendais Adrien, vous avez remarqué qu'il ne parle pas du fait que Emmanuel Macron ne tienne pas pendant 5 ans. Ça, c'est une chose. Il est élu.
Donc là, une démission du président de la République. Mais par contre, ça s'est déjà vu, qu'il ne puisse plus appliquer sa politique, qu'il soit bloqué, en réalité, comme l'a été à un moment donné François Hollande, parce que c'est la continuité, ça c'est possible. Ça s'est déjà vu dans la Ve République. Après, ça peut prendre des formes. On pense à Chirac en 97. Notamment Chirac qui se retrouve bloqué. Après, ça peut prendre des formes différentes. Il avait pas dissous après son élection. Oui, mais pourquoi? Parce qu'il y a eu novembre-décembre 95. Mais vous pouvez pas expliquer la dissolution sans les grands mouvements sociaux de novembre-décembre 95. Et on peut se retrouver à un moment donné avec des formes qu'on ne présage pas. On n'appelle pas l'insurrection, hein, c'est pas la question. J'ai entendu ce genre d'ânerie sur certains médias. Mais il peut y avoir à un moment donné une telle émergence majoritaire dans le pays contre cette politique qu'elle se retrouve bloquée et qu'il ne puisse plus l'appliquer. C'est ce que je crois. Et ça, c'est possible en tout cas. Cette émergence-là, pour revenir à ce que nous disions tout à l'heure, c'est... ce que va tenter de faire les manifestations que vous organisez. On va essayer d'y participer, d'initier, d'apporter notre pierre. Pourquoi? Parce que ce que fait Emmanuel Macron, que ce soit sur le démantèlement du Code du travail, qui quand même, je rappelle, donc la loi ne protégera plus les salariés, c'est l'accord d'entreprise. Très franchement, on va vers la fin du CDI. Le CDD qui sera adapté selon les branches, le CDI de chantier qui est tout l'inverse d'un CDI. On sécurise les licenciements. Tout ça est mauvais pour le pays, y compris en termes de relance de l'activité économique. Et ce qui se prépare après, c'est le démantèlement de la protection sociale, héritée du Conseil national de la résistance, avec la fiscalisation des cotisations. Il y aura donc une opposition systématique. Finalement, sur les prochains sujets et les prochaines réformes. Pas sur le RSI, vous voyez. Donc c'est pas systématique. Puisque vous voulez. Pourquoi? Parce que c'était notre programme. Donc c'est pas que, à partir du moment où dans notre programme, on estime que tout ça doit rejoindre le système général, parce qu'en plus, moi j'étais au RSI, donc je connais, au niveau gestion, bonjour. Les retraites aussi? Il faut rejoindre le système général, la fin des régimes spéciaux? Alors, non. La fin des régimes spéciaux... C'est le projet d'Emmanuel Macron. Oui, ça j'ai bien compris, mais je n'ai pas dit que j'étais d'accord avec tout. Et Emmanuel Macron, je vous ai donné un sujet pour vous montrer que ce n'est pas forcément systématique, qu'on est en opposition frontale sur son projet global et que nous avons un projet alternatif. Et il se trouve que dans ce projet alternatif, le RSI faisait partie, la suppression du RSI faisait aussi partie de notre programme, je crois même avant d'ailleurs celui d'Emmanuel Macron. Mais sur les retraites, c'est autre chose. Non, ce que veut faire Emmanuel Macron sur les retraites, c'est démanteler le système de retraite actuel avec un système par points qui donc indexera en réalité les retraites à la conjoncture économique. Donc c'est plus le système que nous avons aujourd'hui de répartition. Et deuxième point, la suppression des régimes spéciaux, c'est en réalité des régimes qui avantagent certaines professions. Pourquoi? Parce qu'on estime qu'elles ont une pénibilité plus importante. C'est encore légitime? La SNCF, c'est encore légitime? Oui. Ah oui, quand vous voyez travailler roulant la SNCF, oui, bien sûr que c'est légitime. Mais vous savez, rappelez-vous aussi une chose, c'est qu'aujourd'hui, ces régimes spéciaux ne sont rien d'autre que le régime général des retraites avant les différentes réformes qui ont rallongé la durée du travail. Si, absolument, si vous regardez. La dernière réforme qui est passée, c'est exactement ça. Comment? Le départ à 52 ans, je pense Non, écoutez, on n'a jamais vu ça dans un régime général. Le départ à 52 ans, enfin, c'est pas grave. Il n'y a plus de départ à 52 ans. Là, il y en a plus. Éric Coquerel, vous restez avec nous, 8h50. Voici l'essentiel de l'info avec Edwige Coupès. Le gage du gouvernement aux travailleurs indépendants. Le Premier ministre doit annoncer aujourd'hui à Dijon la fin du RSI, régime très critiqué depuis sa mise en place en 2006. Il sera adossé progressivement au régime général. Un 6e candidat déclaré à la présidence des Républicains, Maël de Calan, conseiller départemental du Finistère. Il défend une ligne héritière d'Alain Juppé et tacle au passage la barre à droite prônée par le favori Laurent Wauquiez. De nouvelles sanctions seraient inutiles et inefficaces. C'est la réponse de Vladimir Poutine aux États-Unis de Trump, qui eux veulent augmenter la pression contre Pyongyang 48 heures après ce nouvel essai nucléaire de la Corée du Nord. Le cyclone Irma devrait atteindre les Petites Antilles dans la soirée. Vent et forte houle, risque d'inondation. La Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin et Saint-Barthélemy placés en vigilance orange. Les écoles et les administrations fermées. Licencié pour avoir envoyé des mails personnels depuis la messagerie de son entreprise, un ingénieur roumain saisit la Cour européenne des droits de l'homme. Il dénonce une violation du droit au respect de sa vie privée et de la correspondance. La CEDH doit rendre dans la matinée un avis qui devrait faire jurisprudence. France Info. Éric Coquerel est notre invité ce matin. Jean-Michel Apathy. Les Allemands se rendront aux urnes dans 3 semaines maintenant. Ce sera le 24 septembre et il est probable que Angela Merkel puisse bénéficier de leur part d'une confiance qui lui permettra de faire un 4e mandat. On profite de l'occasion pour écouter la chancelière allemande.
Pour certains, une campagne n'est réussie que si on se fâche entre candidats. Mais ce n'est pas ma définition d'une campagne électorale. Je présente ce que nous voulons pour les 4 prochaines années et je ne peux pas me plaindre que personne ne vienne m'écouter. C'est assez spectaculaire, si elle obtient un 4e mandat, cette durée, cette longévité, la capacité à garder la confiance de son peuple. Comment vous l'expliquez, Éric Coquerel ? Ce que je trouve spectaculaire, c'est l'effondrement de la social-démocratie. Parce que, je l'entends, elle explique qu'une campagne n'est pas forcément se fâcher. Elle a raison, parce que si vous avez regardé le débat qu'il a opposé à son challenger social-démocrate, franchement, il faut regarder faut regarder les différences. Il n'y en avait pas. Bon. Et donc, à partir de là, c'est pas étonnant. C'est important la confiance en politique. Comment vous expliquez qu'elle parvienne à garder la confiance de ce grand peuple qui est le peuple allemand Parce que Mme Merkel, et précédemment, avant elle, les chanceliers allemands qui sont succédés, ont une politique qui favorise... elle a une base sociale, pour aller vite. Elle a une politique adossée, qui a été une politique de déflation salariale, adossée à une politique d'exportation qui permet de maintenir l'économie allemande à un certain niveau, avec un euro fort qu'on a tous, malheureusement, que la France a accepté, qui ne correspond pas à nos intérêts, mais qui correspond aux intérêts des rentiers allemands. Et donc, contrairement à M. Macron, elle a une base sociale. Bon. Et comme personne, en réalité, en tout cas pas le SPD, finalement, ne propose véritablement d'alternative, ça crédibilise son projet. Et je crois que c'est ce qui explique que Mme Merkel se maintienne. Parce que ça, mais le problème global, c'est que nous payons tous en Europe la politique de Mme Merkel. Vous voulez sortir de l'Europe ? Non, c'est pas ce que je viens de vous dire. Ce que je crois, c'est que cette Europe-là n'est plus vivable et n'est plus acceptable. Donc, il faut rompre avec cette Europe pour la transformer et pour en changer. Mais vous savez, je vais vous dire une chose. Si nous ne le faisons pas, un jour, ça va devenir tellement insupportable que, pour le coup, on va rompre, mais pas sur les bases que nous pourrions tous espérer, celle d'une coopération entre les peuples, celle, justement, d'une Europe pour la paix, etc., mais sur des bases nationalistes et de repli nationaliste. Parce que vous ne pouvez pas, à un moment donné, favoriser quelque chose qui est un système de dumping généralisé, basé sur aucune harmonisation sociale et fiscale, et dans le seul espace économique au monde où on a un libre-échange total et où il puisse y avoir comme ça une concurrence entre les pays. C'est quelque chose de pas supportable, et c'est l'Allemagne, c'est l'Allemagne. En tout cas, c'est les possédants allemands que Mme Merkel représente, parce que les travailleurs allemands souffrent beaucoup de cette politique. Il y a beaucoup de travailleurs pauvres en Allemagne qui, pour l'instant, conduit l'orchestre quelque part. Et malheureusement, c'est pas tant Mme Merkel qui est responsable que les présidents français qui se sont succédés et qui la laissent faire. Éric Coquerel, comment sortir du piège que tend la Corée du Nord à la communauté internationale? On a entendu à l'instant que Vladimir Poutine estimait que les nouvelles sanctions étaient inutiles. Oui, bien sûr. Qu'en pensez-vous ? Écoutez, surtout ne pas faire ce que fait M. Trump. Voilà, parce que si on continue... Il ne sait pas quoi faire, surtout. Oui, il explique comment ça... Quand vous commencez, vous êtes président de la plus grande puissance au monde, notamment nucléaire, et vous commencez à envisager de rayer un pays de la carte, excusez-moi, c'est dans le genre confrontation et montée aux enchères, c'est grave. Bon, moi, ce que je crois qu'il faut se dire, c'est essayer de rationaliser ce qui se passe, d'accord ? Le régime coréen, on ne va pas en parler, c'est une dictature insupportable, etc. Mais il y a d'autres pays insupportables dans le monde. Par contre, il est, contrairement à ce qu'on dit, il a une certaine rationalité. Il n'est pas suicidaire. Son objectif, c'est de se perpétuer. Bien. À partir de là, le message qu'il envoie à travers l'explosion de cette bombe et peut-être, mais il faut le confirmer, les possibilités d'envoyer des charges nucléaires de manière intercontinentale, c'est ne touchez pas à notre régime. Voilà, ne faites pas ce qui s'est passé en Irak, etc. C'est ça le message qu'il envoie aux Américains. Bon. Dès lors, moi, ce que je crois, c'est que c'est peut-être détestable, c'est peut-être insupportable, mais c'est la question de la diplomatie, de la discussion qui doit prévaloir. Et je trouve que de ce point de vue-là, ce que disent les Russes, ce que disent les Chinois, ce que dit la Corée du Sud, voisin de la Corée du Nord, est à mon avis la meilleure voie, bien meilleure que celle de Donald Trump, qui est une voie, excusez-moi, mais va-t-en-guerre qui m'inquiète. Et je vous rappelle que là, on parle de la bombe nord-coréenne, mais il y en a eu d'autres précédemment. On a très peu parlé que quelques mois après son arrivée au pouvoir, Donald Trump, en Afghanistan, a fait exploser la plus grosse bombe, là pour le coup de manière opérationnelle et militaire, sur des gens, depuis les bombes nucléaires au Japon. Le problème singulier que pose la Corée du Nord, c'est l'échec de cette question majeure qui est la non-prolifération de l'arme nucléaire. Oui, bien sûr. Et là, on est impuissant. Mais il faut aller se faire la non-prolifération. On va reconnaître que la Corée du Nord est une puissance nucléaire, point. Oui, mais enfin, il y en a d'autres.
d'autres. D'accord. Il y a même des. Je vous ferai remarquer que dans le monde, il y a même d'autres puissances nucléaires qui ne devraient pas l'être. C'est pas les seuls. Ça n'est pas banal. C'est pas les seuls. Bien sûr. Mais... Donc il faut. Attendez, je suis pas en train de vous dire. C'est extraordinaire, il y a un régime dictatorial qui est une bombe nucléaire et tout va bien, c'est pas vrai. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut proliférer, au contraire, nous on est même pour un désarmement international, donc au niveau du nucléaire. Mais simplement, une fois que vous avez dit ça, c'est comment on y arrive, comment on arrive à faire en sorte que ça ne devienne pas un danger majeur qui, par un effet de domino dans la région, puisse nous entraîner vers une situation catastrophique. Vous savez, je vais vous remarquer une chose. Pendant la campagne électorale, Jean-Luc Mélenchon a parlé de paix, a dit que la paix était menacée dans le monde. Certains lui ont dit « Ah, c'est de la démagogie ». On voit bien aujourd'hui que c'est une réalité. Bien, merci beaucoup Éric Coquerel. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin sur France Info.